En manchette aujourd'hui, appel de dossier pour la programmation estivale 2021 de la Chapelle des Cuthberts et des idées de dernière minute pour la Saint-Valentin. Bienvenue à tous à votre bulletin d'information en ce 12 février sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite un bon bulletin. Donc, on débute dès maintenant. On se déplace jusqu'à Joliette. En effet, le musée d'art de Joliette a finalement, lui aussi, comme les autres musées, rouvert ses portes. Nous parlons des expositions disponibles actuellement et de la programmation estivale avec Ariane Cardinal, qui est conservatrice de l'éducation et responsable de l'offre culturelle au musée d'art de Joliette. On l'écoute. Des expositions qui sont en cours présentement au musée, c'est ça que vous disiez tantôt, que c'est des expositions qui étaient là à l'automne, qui ont fait le tour, qui sont quand même assez grosses, si je peux dire ça comme ça, là. Donc, Oui, donc on a l'exposition Regard en dialogue. OK. Et puis, cette exposition-là, elle est énorme. L'exposition qu'on présente, Regard en dialogue, c'est le collectionneur A.K. Prakash qui nous a offert donc une série de bronzes, de statuaires, c'est des petites sculptures de bronze de 3 artistes québécois extrêmement connus, donc Alfred Laliberté, Louis-Philippe Hébert et Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté. Et puis, ces sculptures-là sont mises en contexte ou présentées à l'intérieur d'une installation d'un artiste québécois contemporain, Nicolas Fleming. Et c'est vraiment, il s'est inspiré, Nicolas, de la maison Antoine Lacombe, qu'on a ici, la Saint-Charles-Borromée. Donc, c'est une réplique de cette maison-là. Donc, on rentre dans la salle d'exposition et là, au centre, il y a la maison. Et les sculptures sont disposées un peu partout à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est magnifique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces sculptures-là, qui datent donc fin 19e, début 20e, présentent quand même certains stéréotypes, au niveau de la représentation des Premières Nations. On les présente donc évidemment à plumes, habillés en fait très dénudés là, avec des pagnes. Et donc, c'était une vision que les artistes, une vision très romantique, qu'avaient ces artistes-là, ou que les artistes voulaient représenter donc des Premières Nations. Et c'est important pour nous de donner la voix à des Autochtones pour parler de ces sculptures-là, puisque c'est important de les mettre en contexte. C'est important de les présenter, ces sculptures-là, parce qu'elles sont importantes au niveau de l'histoire de l'art, mais c'est important aussi aujourd'hui, en 2021, de redonner un espace donc, aux Premières Nations et leur donner une voix. Donc, on a demandé à Eruoma Ottawa-Chilton, qui est une jeune Atikamekw de 16 ans. On a demandé aussi à Roger Echaquan, qui est également Atikamekw, qui est un conteur et un chaman, et à Nicole Obomsawin, qui elle est Abenakis Wolinak, puis de nous parler de comment ils perçoivent les sculptures, comment ils perçoivent leur représentation des Premières Nations également dans l'art. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors on peut voir aussi dans cette exposition-là ces vidéos. Ensuite, la deuxième exposition qu'on a, c'est un artiste qui s'appelle Joseph Tsiga, qui est un Cascadena, donc qui est un artiste des Premières Nations, et puis qui parle aussi donc un peu de l'appropriation culturelle. Et sa vision, elle est extrêmement intéressante, puisque pour lui, tout n'est pas noir ou pas blanc. C'est vraiment une zone grise. Et c'est ce qu'il représente à travers ses œuvres. Et ça vaut vraiment la peine de voir là, parce que c'est très coloré, c'est hyper dynamique et ça fait réfléchir. Donc, c'est super intéressant. Et là, vous voyez en fait que les deux expositions, elles dialoguent quand même toutes les deux. Tu sais, elles se parlent, elles se répondent. Elles parlent toutes les deux de l'appropriation artistique, l'appropriation culturelle. Donc, c'est de voir comment les deux expositions traitent du même sujet, mais de façon complètement différente. C'est l'occasion aussi donc de venir voir évidemment notre exposition permanente, Les Îles Réunies,
où on retrouve une foule d'artistes d'ici et d'ailleurs, des œuvres d'autrefois et d'aujourd'hui, qui elles aussi dialoguent entre elles, donc ça c'est intéressant. On a aussi donc la nouvelle murale de l'artiste Eveoma Awashish, qui représente, en fait c'est son interprétation, ou c'est une murale qui est en l'honneur de Joyce Echaquan. Ah, OK. Donc, elle est venue au musée, elle a créé cette œuvre-là suite au décès de Joyce Echaquan. Et puis, c'est des ours, donc on retrouve le mari de Joyce, Joyce et leurs enfants. C'est une très grande beauté et les couleurs sont très, très dynamiques. Ça vaut la peine de venir voir cette œuvre-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Philippe Allard, qui est un artiste québécois, qui parle en fait de la crise environnementale au niveau du plastique. Et c'est super intéressant parce qu'il pose cette question, est-ce que la crise pandémique actuelle va avoir un impact sur la crise du plastique? On sait que les centres de tri débordent et que le plastique, il y en a partout dans nos vies. Donc là, la pandémie, on utilise des masques jetables, les gants, les bouteilles de désinfectant sont en plastique. Il y a beaucoup de plastique qu'on utilise. Donc, ils en parlent. Et pour lui, le plastique, c'est un parasite. Donc, ça pullule, il y en a partout. Et si vous passez devant le musée, vous allez voir des magnifiques pastilles de plastique qui a comme envahi, parasité le musée. À l'intérieur aussi, on retrouve donc des œuvres dans les aires de circulation, dans les îles Réunies, donc dans notre exposition permanente, des œuvres de plastique de Philippe Allard qui, eux aussi, envahissent, si on veut, ou parasitent, si on veut, le musée. C'est vraiment intéressant aussi à voir. Et il y a un beau propos là, sur le plastique, son utilisation, notre surconsommation là, de plastique. C'est cool, c'est en plus... Donc, ça fait pas mal le tour des expositions qu'on a actuellement. Parfait. Puis, pas encore. À venir, là, j'ai vu qu'il y en avait 2, je pense, sur votre site web pour cet été. Là. Je ne sais pas trop avec la pandémie si vous allez les faire. Oui. Donc, on est ouvert. Donc là, pour nous, on continue, on planifie nos expositions à venir. Donc, cet été, je vous disais que cette saison, la thématique, c'est un peu l'appropriation culturelle, l'appropriation artistique. Donc, les 2 expositions dialoguent sur cette thématique-là. Cet été, la thématique, ce sera un peu revisiter les collections muséales. Donc, on a invité des artistes à venir repenser ou revoir ou réinterpréter des œuvres de notre collection. Donc, on a Chloé Desjardins. Son projet est vraiment intéressant puisqu'elle nous a demandé à des employés du musée, des bénévoles, des gestionnaires, donc des gens qui gravitent autour du musée, de décrire nos œuvres préférées. Et elle, à partir de cette description-là, elle va créer une œuvre. Donc, est-ce qu'elle reproduit la même œuvre ou est-ce qu'elle crée une œuvre qui s'en inspire de ce descriptif-là? Donc, ça va être vraiment très intéressant. L'autre exposition, c'est Martin Desilets, qui est un photographe, qui est venu faire une résidence ici au Musée d'Art dans nos réserves et qui a photographié des œuvres, qui ensuite les superpose pour créer dans le fond une œuvre ultime à partir de toutes les, par exemple, les natures mortes du Musée d'Art de Joliette qui ont été photographiées, il les superpose et il crée cette nature morte ultime du Musée d'Art de Joliette, de la collection. Donc, ça va vraiment être intéressant à voir et à visiter, mais ça, c'est cet été. Pour faire suite à cette entrevue, une courte vidéo nous présente les différentes expositions en cours au Musée d'Art de Joliette. Donc, ici, on peut voir l'exposition Regard en dialogue, qui est la première exposition si nous suivons la file du musée. Donc, comme mentionné par Mme Cardinal dans le segment précédent, c'est la collection de bronze de Marc-Aurèle de Foix-Suzard-Côté, Alfred Laliberté et Louis-Philippe Hébert. Donc, ça ici, c'est en fait, c'est Philippe Allard qui en a mis un petit peu partout dans le musée.
Voilà, ça c'est l'étourdisseur numéro 4. Ici, c'est l'exposition permanente du musée. Ici, c'est la murale qui a été faite en l'honneur de Joyce. Donc, on peut voir les noms en bas. Et pour finir, c'est l'exposition de Joseph Tiziga. En fait, c'est la deuxième exposition quand on suit la file du musée. Pour en voir plus, rendez-vous au Musée d'art de Joliette. On passe maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Ici Chloé Lemont en compagnie. Allons-y avec les anniversaires. 12 février, pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui. Pour le 13, demain, pas d'anniversaire non plus. Mais pour la Saint-Valentin, 14 février, dimanche, on a 3 anniversaires à souligner. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Roger Delorme. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Louise Destrempes et à Michel Bonnet. Si c'est votre anniversaire, le 12, le 13 ou le 14 février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec nos informations. Donc, on parle maintenant du patrimoine culturel à Berthier, de la chapelle des Culs-de-Berre. Donc, un appel de dossier a été ouvert pour la programmation estivale 2021 à la chapelle des Culs-de-Berre. Nous en parlons avec Maryse Saint-Amand, qui est directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier, qui gère bien sûr la chapelle des Culs-de-Berre. On l'écoute. Ici Chloé Lemont en compagnie de Maryse Saint-Amand, qui est directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Oui. Parfait. Donc, vous avez annoncé l'ouverture des appels de dossiers pour la programmation estivale de 2021 de la chapelle des Culs-de-Berre. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui. Cette année, encore une fois, on a lancé toute une série d'appels de dossiers là, qui s'adressent autant aux artistes qu'aux intervenants culturels de la région, mais aussi plus largement là, de partout au Québec. Puis, on est aussi ouvert également là, aux propositions de commissaires qui voudraient présenter des projets. Donc, on est vraiment ouvert à tout. Donc, on a 6-7 appels pour une grosse programmation qu'on prévoit. On a tout d'abord 2 expositions en art visuel. Donc, ça s'adresse à des artistes professionnels. C'est pour la programmation intérieure de la chapelle de Culs-de-Berre. Puis, c'est des expositions d'une durée d'1 mois. Donc, une exposition tout le mois de juillet, puis une autre tout le mois d'août. Ensuite, pour une 3e année consécutive, ça, on est très content que ça revienne, c'est notre programme de résidence d'artistes émergents.
Ça, c'est super intéressant, ce projet-là. Déjà, c'est ça, ça va être notre 3e année. Ça s'adresse à tout artiste qui est en démarrage de carrière. Ça peut être quelqu'un qui est au bac ou quelqu'un justement qui est en train de faire sa maîtrise, qui n'est pas encore tout à fait là, professionnel, mais qui s'en va vers ça. Et puis, donc, ça leur offre une opportunité là, de créer des nouvelles œuvres dans l'environnement unique de la Chapelle des Culs-de-Berre. Donc, le concept de ça, bon, l'année dernière, ça a été un petit peu différent à cause de la COVID, mais là, cette année, on espère qu'on va pouvoir reprendre la même formule. L'idée, c'est que l'artiste s'installe vraiment dans la chapelle tout le mois de mai. Il installe son studio de création, puis il crée un projet avec la collaboration de la communauté. Donc, c'est un atelier en mode porte ouverte. Les gens peuvent venir le voir, rencontrer l'artiste, échanger, peut-être aussi créer un petit peu avec lui. Donc, ça dépend toujours là, des projets qu'on va recevoir, mais c'est ça l'idée. Et puis, l'exposition, donc la résidence, ça dure 1 mois. L'exposition, ensuite, c'est tout le mois de juin, l'exposition du projet. Alors, on a ça. Ensuite, on a un appel pour un ou plusieurs projets artistiques extérieurs. Donc là, on est plus dans du land art. C'est des projets qui doivent être éphémères. Donc, ils vont durer juste tout le temps de la saison, donc de juin à septembre. L'année dernière, on avait eu 2 installations, puis une 3e petite à la fin de la saison. Ça, c'est super vraiment intéressant. Les gens viennent, ils peuvent s'amuser dans les installations, se promener, c'est très ludique. Donc ça s'adresse encore une fois à tout artiste là, d'exception qui aurait une proposition à nous faire. Le document est très bien illustré pour ça. Là, on a des plans, on a des zones, on explique où est-ce qu'on aimerait avoir des projets. Alors, il y a ça peut varier de 1 à 3 projets, tout dépendamment de ce qu'on va recevoir puis des coûts de chacun des projets. Ensuite, on a un concert. Ça va être un concert qui va clôturer la saison en septembre. On est ouvert à tous les genres musicaux, mais on aime ça faire découvrir aux gens là, des genres musicaux d'un petit peu plus inusités, là, d'avant-garde ou underground. Puis finalement, on a un appel pour un projet artistique de médiation culturelle. Donc ça s'adresse vraiment à tous les domaines de la culture, art visuel, art médiatique, danse, art performance, littérature, musique, cinéma, art traditionnel. C'est vraiment ouvert à tout. Tout le monde peut déposer là-dedans. Dans le fond, l'important, c'est que le projet se réalise sur une période de temps déterminée, donc tout l'été, et en collaboration avec la communauté. La personne peut s'associer avec un organisme communautaire, peut faire ses propres recherches, mais le lien doit être là, avec la communauté. Et puis, à la fin du projet, il doit avoir aussi une présentation qui est faite sous la forme que l'artiste choisira. Ça peut être un spectacle, un concert, ça peut être une exposition, un court-métrage, un livre, n'importe quoi. Donc, le projet, c'est vraiment, doit venir à échéance là, à la fin de la saison avec un produit final. Donc, puis ça, c'est très, très, très intéressant, ce projet-là. Là, avec l'année dernière, on a fait Fury, le spectacle de danse contemporaine qui était basé exactement sur ce modèle-là. Puis ça a été un succès, là, autant pour les participants que pour les artistes, que pour les gens qui sont venus voir le spectacle. À la fin de ça, on a eu 306 spectateurs au total en 3 jours. Fait qu'on c'est vraiment un succès. Ça a vraiment été un beau projet. Donc, on refait l'expérience. Donc, c'est ça pour nos appels de dossier pour cette année. Puis, on va avoir aussi d'autres projets là, pour lesquels on n'a pas lancé d'appel de dossier. Mais ça, je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard quand on confirmera notre programmation. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Non, c'est ça. Parfait, merci. Les dates limites, oui, on a des dates limites. Donc, les appels de dossier, tous les appels de dossier doivent être reçus par courriel au plus tard le 19 mars, sauf pour le projet de médiation culturelle qui est un petit peu plus, on demande un dossier un petit peu plus élaboré. Ça, la date limite, c'est le 2 mars, mais sinon, tout le reste, c'est le 2 avril, pardon. Sinon, tout le reste, c'est le 19 mars. Un peu. Parfait. Donc, 19 mars et 2 avril. Oui. Parfait. Donc, ça faisait pas mal le tour pour l'appel de dossier. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que... en fait, si les gens ont des questions, ils peuvent aller visiter notre site Internet. C'est la section appel de dossier. Tout est là. Donc, on a juste à choisir le projet qui nous intéresse. Et puis, déjà, tout est écrit sur le site, mais on peut aussi télécharger un document PDF avec des petites cases à cocher là, pour être sûr qu'on a bien
parce qu'on demande vraiment un dossier complet, donc pour s'assurer que toutes les informations sont là. Puis sinon, les gens peuvent nous écrire via notre site Internet aussi s'il y a des questions, quoi que ce soit, on est là pour y répondre. Parfait. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de dossiers, en tout cas, beaucoup de personnes qui... Oui. Des dossiers, c'est ça, c'est des appels de dossiers. Parfait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit. Dimanche, c'est la Saint-Valentin. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous vous avons préparé une petite chronique avec quelques idées de dernière minute. Allons regarder ça. Bonjour tout le monde. Alors moi, je vais continuer la capsule en vous parlant de petits projets pour la Saint-Valentin. J'ai été dans des choses un peu plus relax, donc une petite recette de biscuits ainsi qu'un film, un vieux classique de Saint-Valentin, un film que j'adore particulièrement. Alors, donc moi, je vous propose une recette que j'ai prise sur le site de Ricardo. Alors, c'est des biscuits à la confiture, donc en forme de cœur, qui ont vraiment l'air très appétissants. Alors, pour faire cette recette-là, vous allez avoir besoin d'une tasse et demie de farine tout usage non blanchie, une cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-tasse de beurre non salé, une tasse de sucre, un œuf, un quart de tasse de confiture de framboise ainsi que du sucre à glacer. Donc, pour la préparation, dans un bol, vous allez devoir mélanger la farine et la poudre à pâte. Et vous allez mettre ça de côté. Après, vous allez passer à un autre bol où vous allez devoir crémer le beurre avec le sucre à l'aide d'un batteur électrique. Ajoutez l'œuf et fouettez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À la cuillère de bois, incorporez le mélange à farine. Avec les mains farinées, façonnez un disque avec la pâte. Enveloppez la pâte de pellicule plastique et réfrigérez 30 minutes. Après, vous allez devoir placer la grille dans le haut du four, préchauffer le four à 165 degrés Celsius ou 325 Fahrenheit. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Alors là, on va sur la préparation des biscuits. Alors sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte à 5 mm, donc un quart de pouce d'épaisseur, à l'aide d'un emporte-pièce, donc pour bien mouler les biscuits. Vous allez devoir découper des cœurs ou une autre forme, c'est vraiment vous qui décidez, mais les cœurs, c'est vraiment, ça fait Saint-Valentin. Alors, vous les moulez dans la pâte et les déposez sur la plaque en les espaçant pour éviter qu'ils ne se collent les uns contre les autres. Et vous pouvez aussi faire un autre moule en plein milieu du biscuit, donc un trou où on va pouvoir mettre la confiture plus tard. Donc, vous mettez un petit trou à cet endroit-là. Alors, vous cuisez au four de 8 à 10 minutes jusqu'à ce que les biscuits commencent légèrement à dorer. Donc ensuite, c'est là que vous ajoutez la touche finale qui fait très Saint-Valentin, donc la confiture aux framboises. Vous garnissez les biscuits non troués de confiture, y déposez un biscuit troué et saupoudrez de sucre à glacer. Donc, c'était ma petite recette de biscuits à la confiture. Pour le film, eh bien, c'est le film Pretty Woman, qui est un vieux film, donc 1990, avec la célèbre actrice Julia Roberts. Alors, donc c'est l'histoire vraiment d'une comédie romantique entre une escorte et un homme riche. C'est vraiment un très, très bon film hollywoodien, si on peut dire. On pourrait même qualifier ça de quétaine, mais c'est vraiment un film que j'ai apprécié. Donc, je vous le conseille fortement. C'est sûr qu'il est plus vieux, donc 1990, ce n'est pas un film qu'on peut trouver partout, mais sur Internet, je crois qu'on peut l'avoir. Juste vous renseigner, il est sûrement sur Netflix ou vous pouvez l'acheter sur YouTube. Alors, merci beaucoup et passez une très belle Saint-Valentin. Allons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Après un long combat au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 1er février, à 88 ans est décédé M. Jean-Claude Sylvestre, époux de Lucille Coutu, demeurant à Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Claude Sylvestre, son ami Jean Sylvestre, Daniel Sylvestre, sa conjointe Joanne Lambert, Jean Sylvestre, sa conjointe Gaétane Plante, Julie Sylvestre, son conjoint Michel Guillemette, Michel Sylvestre, sa conjointe France Beauregard, ses 10 petits-enfants, David Barthes, sa conjointe Véronique Poirier, Frédéric Sylvestre, Valérie Sylvestre, son conjoint Jonathan Dénommé, Danny Sylvestre, son amie Rosalie Meloche, Stéphanie Sylvestre, son conjoint Samuel Landry, Raphaël Sylvestre, Antoine Guillemette, Laurence Guillemette, Rosalie Sylvestre, William Sylvestre, ses 4 arrière-petits-enfants, Alexis, Jérémy, Mégane et Geb, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. On parle ici de Feu Judith Sylvestre, Lise Sylvestre, conjointe de Feu Gilbert Beauchemin, Alain Sylvestre et sa conjointe Odile Rousseau, Diane Sylvestre, son conjoint André Aubre, Yvon Sylvestre, sa conjointe Suzanne Bérard, Gisèle Sylvestre, son conjoint Serge Toin, Louise Rochette, épouse de Feu Lucien Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation de pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure et ça se déroulera en toute intimité. On parle maintenant du dernier bilan de la COVID dans Lanaudière. Vous allez voir le tableau dans quelques instants. On parle de l'autre tableau pour nous aider, ça va être mieux. On a 2, voilà. Donc, ce tableau-là, c'est en date du 11 février. On parle évidemment de 19 359 cas au total dans la Naudière. 18 264 personnes sont rétablies de la COVID. Et on a les décès. Les moins de 50 ans, c'est un décès. 50 à 59 ans, 9. 60 à 69, 37. 70 ans à 79, 106, 80 ans à 89 ans, 191 et 90 ans et plus, 135. Dans l'Anaudière, le total, on vient de vous le dire, mais dans Dautrey, on parle maintenant seulement de 13 cas, donc en date d'aujourd'hui. On passe maintenant à la météo. Donc, météo, nuageux avec quelques flocons ce soir, plutôt nuageux demain, moins 10. Ciel variable, le soleil revient pour samedi et dimanche. Moins 7 samedi, moins 14 dimanche. Ciel variable dimanche après-midi, moins 9. Une belle fin de semaine de la Saint-Valentin. À tous, on vous souhaite bonne fin de journée. Alain Bellumeur au Pépitre qui vous invite à votre prochain bulletin d'information sur nos ondes lundi. Merci.